Alors, pour cet enseignement, vous allez disposer d'un cours qui se trouve sur Chamilo, donc à l'adresse indiquée ci-dessus, qui comprend les vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder, des notes de cours qu'on vous a distribuées par ailleurs en papier, et des QCM permettant de s'assurer que vous avez bien compris les éléments principaux de chaque chapitre. Donc ce qui va vous être demandé avant chaque TD, c'est de suivre le cours en ligne, la vidéo, et de lire le document en papier, d'apprendre le contenu du document papier, puis de répondre au QCM correspondant. Ensuite, en séance de TD, on va prendre systématiquement 15 minutes au début de chaque séance pour répondre à vos questions, éventuellement retraiter un des exercices du QCM qui a été mal compris, puis ensuite faire les exercices classiques. Si vous avez besoin de plus d'explications que ce qui sera donné dans ces vidéos et dans le document papier, vous disposez aussi d'un cours en ligne plus complet, là c'est vraiment un cours complet avec des explications que vous retrouvez sur mon site, donc math.tetras.org. Deuxième question en termes d'évaluation, donc cet enseignement sera évalué par un DS d'1h30 à la fin de l'enseignement. Je précise tout de suite que vous aurez le droit d'utiliser une feuille A4 manuscrite recto verso pendant le DS, ainsi que des feuilles des tables des lois usuelles qui vous seront distribuées et qu'on utilisera en TD. Donc ce DS comptera coefficient 3 et on rajoutera une note de contrôle continu qui sera composée de quelques tests, a priori 3 pendant les séances, de 10 minutes, un quart d'heure pendant les séances, d'une note prenant en compte votre participation au questionnaire en ligne après chaque chapitre, et éventuellement on verra d'un devoir à la maison. Et dernier point, j'insiste sur le fait que vous devez avoir votre calculatrice à chaque cours et le jour du DS aussi évidemment. Alors avant de commencer les probabilités, on va apprendre à dénombrer, à compter. Donc en donnant 4 situations types de dénombrement qui seront ensuite réutilisées régulièrement dans les exercices. La première, c'est la situation qui est décrite ci-dessus, de combien de manières est-ce qu'on peut placer 3 personnes ABC sur un banc. Donc la manière de dénombrer le nombre de manières de placer 3 personnes sur un banc, on peut par exemple procéder ainsi. On va d'abord choisir la personne qui va s'asseoir la plus à gauche. Pour ça, on a 3 choix. Une fois qu'on a choisi la personne assise la plus à gauche, il faut choisir la personne qui va s'asseoir au centre. Il restera 2 choix possibles. Et puis la dernière personne, on n'aura plus le choix. Donc au final, on a 3 fois 2 fois 1, nombre de manières de placer 3 personnes sur un banc. C'est un cas particulier de ce qu'on appelle les permutations, le nombre de manières d'ordonner n éléments. Il y en a factoriel n, donc n suivi d'un point d'exclamation. C'est une abréviation pour dire n fois n-1 fois n-2, etc. Jusqu'à x1. Donc ça donne des nombres très grands et la calculatrice est vite incapable de les afficher. Une deuxième situation type qu'il faut savoir reconnaître, c'est celle-ci. Vous avez dans une urne 10 boules contenant donc chacune un numéro de 1 à 10 numéros différents, et vous tirez successivement 3 fois un numéro dans l'urne, mais en remettant la boule que vous venez de tirer dans l'urne. On peut tirer plusieurs fois le numéro 1 ou le numéro 5. Ce qu'on appelle un tirage avec remise. Combien de tirages sont possibles dans cette situation ? Première boule possible, combien de possibilités ? 10. Puis quand on retire une boule, on a de nouveau 10 possibilités. Puis quand on retire encore une troisième fois une boule, on a de nouveau 10 possibilités. Donc au total, on a 10 fois 10 fois 10. 10 au cube possibilités. C'est un cas particulier de P-liste. Donc le nombre de manières de fabriquer une liste ordonnée, ce qui est sous-entendu dans ce que j'ai dit avant, je le précise là, donc l'ordre compte, une liste ordonnée de n éléments choisis parmi P valeurs et P puissance n. 3 éléments à choisir parmi 10 valeurs, 10 puissance 3, le cas particulier du dessus. Une troisième situation qui revient souvent en probabilité, donc une troisième situation de dénombrement qui revient souvent en probabilité. Vous avez 10 candidats pour une épreuve sportive, et puis à la fin, classiquement, il n'y a que 3 gagnants, 3 personnes sur le podium, un premier, un deuxième, un troisième. De combien de manières est-ce qu'on peut former des podiums, comme ça, de 3 gagnants parmi 10 ?
Donc ça ressemble beaucoup à la situation précédente. Vous allez d'abord choisir qui va gagner. Donc vous avez 10 possibilités pour le gagnant. Qui sera second, il vous reste 9 possibilités. Qui sera troisième, il vous reste 8 possibilités. Donc la différence avec la première des situations qu'on a étudiées, c'est que là on ne va pas jusqu'au bout des 10 coureurs, des 10 candidats. Les 3 premiers nous intéressent, pas les suivants. C'est ce qu'on appelle des arrangements, le nombre de manières de classer P personnes choisies parmi N, on n'en classe que P parmi l'ensemble des N personnes. C'est ce qu'on appelle un arrangement, qu'on note ANP, N fois N-1 fois N-2 fois etc. jusqu'à N-P plus 1. Attention au plus 1, quand vous faites 10 fois 9 fois 8, le 8 il correspond à 10 moins 3, qui étaient nos paramètres de départ, plus 1. 10 moins 3, 7 plus 1. Ça peut se résumer, cette formule, en un quotient de 2 factoriels. Vous faites le produit de tous les nombres de 1 à n, en haut, et vous enlevez, vous divisez par le produit de tous les nombres de 1 à n moins p. Donc les arrangements. Dernière situation qui est sans doute la plus courante de celle qu'on va croiser. Vous êtes cette fois-ci 10 candidats pour 3 postes, mais identiques. Il n'y a pas un premier, un deuxième, un troisième. Tous les 3 gagnants, en quelque sorte, les 3 personnes sélectionnées ont le même avantage à la fin, le même travail à la fin. Donc combien de recrutements peut-on faire si on doit choisir 3 personnes parmi 10 ? C'est ce qu'on appelle des combinaisons. Donc le nombre de manières de choisir P éléments parmi N, cette fois-ci sans prendre en compte l'ordre, ça peut être de choisir P éléments parmi N en les ordonnant, c'est les arrangements qu'on a vus au-dessus, et de diviser par le nombre de manières de classer les P personnes qu'on a choisies, c'est les permutations qu'on a vues comme premier exemple. Donc le nombre de manières de choisir P éléments parmi N factoriel sur P factoriel fois N moins P factoriel, ce qui peut aussi s'écrire comme ceci. Et la notation, vous la connaissez, P parmi N, ça résume exactement le nombre de manières de choisir P éléments parmi N. Ça se note aussi parfois un grand C, N en bas, P en haut comme indice. De la même manière que l'on avait noté les arrangements. Voilà. Une remarque sur les factoriels, donc si vous avez à calculer P parmi N, par exemple 3 parmi 10, ça serait a priori une mauvaise idée de calculer 10 factoriels pour diviser ensuite par 3 factoriels et par 7 factoriels avec votre machine, parce que les nombres 10 factoriels et 7 factoriels vont être très grands. On a plutôt intérêt à utiliser cette formule-là en faisant des divisions 2 par 2. Au lieu de faire toutes les multiplications d'en haut et toutes les multiplications en bas et diviser ensuite, faire les quotients 2 par 2. Voilà, donc on va retrouver ces situations de manière continue, constante, dans les exercices qui vont suivre. On commence maintenant les probabilités. Alors le transparent qui est là est très dense, mais il ne contient que des choses que vous connaissez déjà. Donc on va revoir ça rapidement. Donc c'est surtout du vocabulaire et puis les formules de base. Donc les probabilités, c'est l'étude d'expériences aléatoires. Donc une expérience dont le résultat dépend du hasard. C'est la modélisation qu'on choisit. Dans votre vie de technicien, le hasard, ça pourrait être simplement un ensemble de paramètres parfaitement déterministes, mais qui sont trop nombreux pour réellement pouvoir être modélisés, être déterminés précisément. Par exemple, si je lance un objet pas trop lourd dans la pièce, une plume ou un mouchoir, si je le lance, vous n'allez pas pouvoir déterminer de manière parfaitement déterministe l'endroit où il va atterrir, et ça sera souvent modélisé, ça, par une loi de probabilité. A l'inverse, si vous lancez un objet très lourd, pas de frottement, une forme simple, un point, assimilable à une masse ponctuelle, là, vous aurez plutôt un phénomène qui sera déterministe. Donc une expérience aléatoire, elle a des résultats qu'on appelle les issues possibles. Exemple, je jette un dé à 6 faces, les issues possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'univers, qu'on note souvent oméga majuscule, c'est l'ensemble des issues possibles. Il peut être fini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut être infini dénombrable, quand par exemple le résultat va être un entier sans limitation, qui peut être infini. Il peut aller jusqu'à l'infini, il n'y a pas de limitation, mais ça reste un entier. Ou infini non dénombrable, cette fois-ci c'est quand on va choisir un nombre réel. Ensuite, un événement, c'est presque comme une issue, c'est-à-dire l'issue c'est vraiment l'événement élémentaire.
L'événement, ça peut être un regroupement d'issues. Je jette un dé à 6 faces. Faire 1, c'est un événement, ou faire 5, c'est un événement. Mais on peut avoir des événements du genre obtenir un nombre impair ou obtenir un nombre plus grand que 3, qui sont composés de plusieurs issues. Un événement contraire, c'est, vous savez, c'est la négation d'un événement. Obtenir un résultat pair, c'est un événement contraire, ça va être obtenir un résultat impair. Vous avez la notion de réunion d'événements. En français, on va traduire ça par ou. Obtenir un nombre pair ou un nombre plus grand que 3. L'intersection, ce qu'en français on va traduire par et. Obtenir un nombre pair et un résultat plus grand que 3. Et puis on va avoir la notion d'événements incompatibles si leur intersection est réduite à 0, c'est-à-dire s'ils ne peuvent pas se produire simultanément. Obtenir un nombre pair et obtenir un nombre impair sont des événements incompatibles. Une fois qu'on a défini notre expérience, les résultats possibles, les issues possibles, l'univers sur lequel on travaille, on peut ensuite choisir une loi de probabilité. Il y a souvent plusieurs choix possibles. Le dé à 6 faces, il peut être truqué, il peut ne pas être truqué, par exemple. Donc la loi de probabilité, c'est une fonction qui, à tout événement, à toute partie de l'univers, donc à tout événement, associe un nombre entre 0 et 1, qui va mesurer le fait que cet événement soit probable ou peu probable, donc un nombre, plus il est grand, plus il est proche de 1, plus l'événement va être probable. Cette probabilité, on impose de vérifier deux conditions. La première, c'est que la probabilité de l'univers soit égale à 1, ce qui veut dire qu'on a forcément un résultat à la fin. La probabilité d'obtenir un résultat quel qu'il soit est 1. Et on demande que si des événements sont incompatibles, la probabilité de leur réunion soit la somme des probabilités. Ces axiomes définissant une loi de probabilité ont plusieurs conséquences. Donc, premièrement, qui sont souvent assez directement liées à la définition qui est au-dessus, une probabilité, c'est toujours un nombre entre 0 et 1. Vous savez, pensez à le vérifier à chaque fois que vous ferez un exercice. Si vous faites un calcul très long, très compliqué, et qu'à la fin vous trouvez que votre probabilité elle vaut 2,5, il y a une erreur quelque part. Arrêtez-le, revoyez votre calcul, ou au minimum signalez-le, ne laissez jamais dans un résultat une probabilité positive, plus grande que 1 ou négative. La probabilité de l'ensemble vide de l'événement impossible est nulle, la probabilité de l'événement certain vaut 1. La probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. C'est une astuce qui est souvent utile dans les exercices, et on la verra plusieurs fois dans les exercices du premier TD. Ça peut arriver qu'il soit plus facile de calculer la probabilité de l'événement contraire à l'événement qui vous est donné dans l'énoncé, donc essayez systématiquement de regarder si ça ne serait pas plus simple de passer par l'événement contraire. On a une formule qui généralise celle-ci. Si on prend deux événements quelconques, pas forcément incompatibles, quelconques, la probabilité de leur réunion plus la probabilité de leur intersection est égale à la somme des probabilités des deux événements. Parce qu'en quelque sorte, dans cette somme, on va compter deux fois la probabilité de l'intersection. Dans la réunion, on la compte une fois, et donc on la rajoute une fois dans la formule. Il y a la notion d'événement indépendant que vous connaissez déjà de manière un peu intuitive, qu'on reverra dans le chapitre d'après, mais j'ai écrit la formule ici. La probabilité de l'intersection de deux événements indépendants, c'est le produit des probabilités. C'est une formule qui sert très souvent. Par exemple, quand vous choisissez un objet, puis que ensuite, indépendamment, vous choisissez une deuxième fois un objet, vous appliquez cette formule. Donc voilà, une fois qu'on a choisi un univers, une fois qu'on a choisi une loi de probabilité, on a ce qu'on appelle un espace probabilisé. Le cas le plus simple pour les probabilités, c'est le cas des univers finis, parce que dans ce cas, la probabilité d'un événement, c'est simplement la somme des probabilités des issues qui composent l'événement. Et il y a un cas encore plus simple dans le cas des univers finis, c'est le cas d'équiprobabilité, quand toutes les issues ont la même probabilité. La probabilité d'un événement, c'est le cardinal de cet événement, c'est-à-dire le nombre d'issues qui composent cet événement, divisé par le nombre d'issues qui composent l'univers, formule qu'on traduira souvent par nombre de cas favorables, c'est-à-dire nombre de cas qui correspondent à l'événement qu'on étudie, divisé par le nombre de cas total. Donc c'est pour cette formule, pour cette raison, qu'on a parlé de dénombrement avant, parce que calculer les cardinaux des ensembles qui sont là, ça va souvent se faire par du dénombrement. Dans le cas des univers continus, on va remplacer les sommes par des intégrales, on va remplacer simplement les cardinaux, le nombre d'éléments de l'ensemble,
par des fonctions, et puis on va remplacer la notion d'événement élémentaire d'issue par des segments. Donc ça, on en reparlera de manière un peu moins théorique dans la suite du cours. Alors quelques exemples rapidement. Donc le dé à 6 faces, deux événements qu'on va étudier: obtenir un nombre impair, obtenir un nombre inférieur ou égal à 4. La probabilité de l'événement obtenir un nombre impair, on va compter le nombre de résultats impairs, 1, 3, 5, il y en a 3. Le nombre de résultats possibles dans tout, il y en a 6. La probabilité de A, c'est 3 sur 6, c'est-à-dire 1,5. Pour l'événement obtenir un nombre inférieur ou égal à 4, il y a 4 issues favorables correspondant à l'événement. Il y en a 6 en tout, donc la probabilité de B, c'est 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers. Une précision sur le terme inférieur ou égal. Là, j'ai écrit inférieur ou égal. Si j'avais écrit inférieur, il aurait fallu comprendre aussi la même manière l'événement. Si on vous dit obtenir un nombre inférieur à 4, sans précision supplémentaire, ça veut dire en fait inférieur ou égal à 4. Et c'est si on veut exclure 4 qu'on précise strictement inférieur. Donc probabilité de A, 1,5, probabilité de B, 2 tiers, probabilité de A inter B. A inter B, ce sont les nombres qui sont à la fois impairs et qui sont inférieurs ou égaux à 4, c'est-à-dire 1 et 3. On a deux nombres correspondants, 2 sur 6, donc probabilité de A inter B, 2 sur 6, 1 tiers. La probabilité de A union B peut se calculer par la grande formule vue précédemment. Probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B, ou ici c'est aussi simple de calculer ça directement. A union B, ce sont les nombres impairs, ou bien les nombres inférieurs ou égaux à 4. Donc on a tous les nombres impairs, 1, 3, 5, mais on a aussi tous les nombres inférieurs ou égaux à 4, 1, 2, 3, 4. Donc finalement, 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 événements favorables, 5 issues correspondant à ce qu'on cherche, divisé par 6, probabilité de A union B, 5 sixièmes. Deuxième exemple, cette fois-ci on est dans la situation qu'on va modéliser par une loi discrète, donc avec un ensemble d'issues possibles infini. On étudie la probabilité que n atomes se soient désintégrés à partir d'un composé radioactif. Alors, là on est dans un problème de modélisation. Mathématiquement, on va considérer qu'on dispose au départ d'une infinité d'atomes. En physique, on se contenterait de dire qu'on en a un nombre extrêmement grand, mais là on va parler d'une infinité d'atomes. Et donc, combien d'atomes peuvent se désintégrer sur une durée de temps étudiée? 0, 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de limite maximale au nombre d'atomes qui peuvent se désintégrer, mais par contre, on n'a pas de demi-atomes qui peuvent se désintégrer. Donc ça correspond exactement à un univers infini discret. Le nombre, la probabilité associée, correspond à une loi de Poisson qu'on verra dans un prochain chapitre. Là, je me contente d'écrire la formule. Le nombre d'atomes qui se désintègrent, la probabilité plutôt que n atomes se soient désintégrés sur une certaine durée de temps t, elle est égale à certaines constantes radioactives fois t le tout à la puissance n divisé par factoriel n fois exponentielle moins lambda t. Donc ça peut se calculer pour peu qu'on connaisse t, qu'on connaisse n et qu'on connaisse la valeur lambda qui sera caractéristique de l'échantillon de matière radioactive dont on dispose. La probabilité que moins de 3 atomes se désintègrent, comment on la calcule? Simplement en faisant la somme P0 plus P1 plus P2 plus P3. Le moins ici, comme je l'ai dit juste avant, est à considérer comme moins ou égal à 3. Donc soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Si on veut la probabilité que au moins 10 atomes se désintègrent, donc ça veut dire 10 ou 11 ou 12 jusqu'à l'infini, il y a a priori une manière de calculer ça qui consisterait à faire une somme infinie, ce qu'on appelle une série, mais vous ne savez pas pour l'instant calculer ça. Donc ici, c'est une situation où c'est beaucoup plus intéressant de passer par l'événement contraire. L'événement contraire de au moins 10 atomes se sont désintégrés, c'est 9 atomes ou moins se sont désintégrés. La probabilité que 9 atomes ou moins se désintègrent, c'est P0 plus P1 plus etc. plus P9. La probabilité de l'événement contraire, on calcule 1 moins le résultat qu'on avait avant. Pour la probabilité uniforme sur 0,1, donc vous avez vu ça en métrologie rapidement au premier semestre, en S1. Cette probabilité va se calculer en utilisant la fonction densité, qui est une fonction qui va être nulle pour les nombres négatifs
nulle pour les nombres plus grands que 1, et constante entre 0 et 1, avec une valeur qui vaut 1. On verra ça rapidement. Pour calculer les probabilités, on peut soit avoir un peu de bon sens dans ce cas précis, c'est très facile, soit calculer l'intégrale de la fonction densité entre les bornes dont on parle. La probabilité d'obtenir un nombre réel quand on tire un nombre entre 0 et 1, on est sûr d'obtenir en particulier un nombre réel. Donc elle vaut 1. La probabilité de R et la probabilité du segment 0,1 sont les mêmes. La probabilité de 0,1 et de R donc valent 1. La probabilité de l'intervalle moins 1,5 2 tiers, donc ça serait l'intégrale de la fonction densité entre moins 1,5 et 2 tiers. Mais comme la fonction densité est nulle entre moins 1,5 et 0, c'est en fait l'intégrale entre 0 et 2 tiers de la fonction densité qui vaut 1, c'est donc 2 tiers. Et ça correspond simplement à chaque fois, on le voit bien, à la taille de l'intervalle, à la taille de la partie de l'intervalle qui est incluse dans 0. Dernière remarque, la probabilité quand on a une loi ici continue, c'est-à-dire qui donne un résultat qui est un réel, il n'y a pas d'espace entre les résultats possibles. Là vous avez des atomes entiers, là par contre vous pouvez obtenir n'importe quel nombre avec une précision arbitraire après la virgule. La probabilité d'obtenir un résultat donné, un nombre donné, est toujours nulle. C'est l'intégrale de 0 à 0 de la fonction densité, ou l'intégrale de 1,5 à 1,5 de la fonction densité, ou l'intégrale entre 5 et 5 de la fonction densité, à chaque fois, ça fait 0. Bon, je termine avec une petite remarque, mais on ne va pas insister là-dessus, c'est qu'une probabilité uniforme, on voit ce que c'est dans le cas d'une probabilité donc continue. On avait vu le cas du dé à 6 faces, on a autant de probabilités, la même probabilité d'obtenir chacun des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, vous ne pourrez pas trouver de probabilité uniforme dans le cas infini discret. Voilà, donc maintenant je vous laisse aller sur Chamilo pour répondre au QCM concernant ce chapitre et on se retrouve en TD très bientôt.